Nous commençons notre histoire non pas avec une princesse, mais avec une fille qui est partie de rien. Dante Renatas est née du prince héritier et de sa concubine. Ne voulant pas assumer la responsabilité de sa fille illégitime, le prince a abandonné Dante à sa mère, qu'il a laissée pour morte dans une ville lointaine. Quelle histoire tragique! Dante a connu un début de vie difficile. Elle a vécu avec des mendiants et des prostituées et a volé pour survivre. Mais à l'âge de 12 ans, on lui a offert un nouveau départ. Le professeur d'une académie de nuit lui a offert une chance de s'essayer au maniement de l'épée. Dante pensait qu'il s'agissait d'une plaisanterie et elle décida de prouver à l'homme qu'il avait tort en battant tous ses élèves. Choqué, le professeur Rowe l'a immédiatement prise en charge et lui a donné le nom de Dante, puisque ses parents ne lui en ont jamais donné. Bien qu'il soit gentil d'avoir aidé la jeune fille à sortir de la rue, le professeur Rowe la fait travailler jusqu'à plus soif et l'oblige à s'entraîner jusqu'à ce qu'elle tombe raide. Mais Dante a supporté la douleur. À 19 ans, le professeur Rowe est décédé. Dante s'est inscrite à un championnat et a gagné un peu d'argent. Elle devint mercenaire, gagnant sa vie et se faisant une place dans l'histoire de la guerre. L'un de ses triomphes les plus célèbres fut celui contre le dragon démoniaque Krušec, qu'elle vainquit avec ses seules lames. Après cela, le monde entier s'ouvrit à elle. Les gens la suppliaient d'épouser leur fils ou de venir travailler comme femme de nuit. À 23 ans, l'empereur l'a convoquée au palais impérial. Le prince héritier qu'il avait abandonné lorsqu'elle était bébé était maintenant empereur. Il lui a donné le nom de Renatas et l'a ramenée dans sa famille pour la récompenser de tous ses exploits. Mais Dante n'est pas satisfaite. Elle exigea des terres, un manoir à elle et 10 millions de lingots d'or, ainsi que la permission de diriger les soldats. Si vous êtes conscient de votre valeur, pourquoi ne pas revendiquer ce qui vous revient? Franchement, l'empereur a été tellement intimidé par cette fille folle qui maniait l'épée qu'il a accepté ses conditions démesurées. Dès lors, elle mena une vie de luxe et devint elle-même impératrice. Si ce n'est pas une vengeance contre la vie, je ne sais pas ce que c'est. Malgré les nombreuses épreuves, Dante a vécu une vie heureuse, même si elle est morte à l'âge de 30 ans. Et 500 ans plus tard, son âme s'est réincarnée en Elena Paresca, la plus jeune fille du duc Paresca. Elena a conservé tous les souvenirs de sa vie en tant que Dante, et le fait d'être une jeune princesse choyée a été un peu difficile à accepter. Elena a maintenant 10 ans et a 3 fois plus d'intelligence et de manières que les enfants de son âge. C'est évident, il y a littéralement une impératrice adulte en elle. Elena est la fierté de sa famille, mais comme elle a déjà vécu une vie d'aventure et de péripéties, elle trouve tout plutôt ennuyeux. Le duc et la duchesse Paresca étaient très préoccupés par leur fille sèche et sans avenir et voulaient l'aider à trouver plus de joie dans la vie. Son frère aîné, Léonard, est lui aussi très affectueux. Aussi, lorsqu'elle s'intéresse à ses cours d'épée, il l'invite à l'accompagner. Après les combats incessants de sa vie passée, Elena n'a plus envie de manier une épée, mais elle se méfie de son professeur, qui est très arrogant, pense que les filles ne devraient pas utiliser d'épée. J'ai littéralement envie de dire, frère, elle a tué un dragon. Léonard prend sa défense et dit à son professeur que Elena peut faire ce qu'elle veut, mais il le défie en duel pour le faire taire. Même si Léonard a littéralement 13 ans et qu'il n'a encore rien appris. Elena avait raison, ce type est définitivement un imposteur. En fait, il est tellement méchant. Il n'arrête pas de se moquer de la façon dont Léonard bouge et se moque de lui quand il tombe. Quel professeur est-ce là? Il n'est pas non plus un très bon épéiste. C'est à se demander comment il a pu être embauché. Alors, pendant que Léonard fait une pause, elle lui donne quelques conseils pour riposter. Il ne se pose même pas la question de savoir si sa sœur de 10 ans a des conseils d'expert sur quelque chose qu'elle n'a jamais étudié. Il lui fait tout simplement confiance. Lorsque le combat reprend, les deux combattants sont 2 fois plus féroces qu'avant. Léonard a du mal au début, mais finalement, il repère l'opportunité qu'Elena lui a dit de chercher. Et il la saisit. Aussitôt, le professeur est à terre et gémit. Il est manifestement mauvais perdant puisqu'il se met immédiatement à hurler sur les enfants et à dire à Elena de ne pas se mêler des affaires des hommes. Ayant finalement eu assez de ses excuses, Elena prend l'épée de son frère et défie elle-même le professeur. Bien qu'elle soit 2 fois plus petite et 2 fois plus faible que lui, elle lui donne une bonne correction et lui dit même ce qu'il fait de travers au milieu de la bataille. Lorsque la bataille est terminée et que le professeur est de nouveau au sol, elle lui dit qu'il serait plus apte à coudre qu'à se battre. Ça doit faire mal à son ego. Elle lance l'épée en l'air et, alors qu'elle atterrit en plein sur sa tête, elle lui dit qu'il est viré.
Je ne sais pas qui lui a donné l'autorité de renvoyer quelqu'un à l'âge de 10 ans, mais après un tel duel, je pense que personne n'oserait discuter. Son frère est choqué. Mais comme Elena semble être un génie depuis son plus jeune âge, je suppose qu'il n'y a rien de suspect. Enfin, sa sœur a trouvé un but dans la vie en devenant son professeur d'épée. Je pensais qu'elle en avait assez de se battre dans sa vie passée. Veut-elle vraiment recommencer? Elena et Léonard expliquent toute la situation à leurs parents, qui semblent être les seuls à avoir la bonne réaction. Ils sont complètement en train de paniquer. Elle a demandé la permission d'enseigner à son frère, et après une semaine de réflexion, son père la convoque dans son bureau. Il s'avère que ce professeur était un imposteur. Il était le pire de sa classe à l'école, et même s'il est diplômé d'une institution prestigieuse, il a la réputation d'être un peu idiot. Le duc Steven est déçu de lui-même, mais Elena est heureuse qu'il l'ait attrapé à temps. Sinon, Léonard aurait appris toutes les mauvaises techniques et aurait dû repartir de zéro. Son père a manifestement réfléchi longuement à sa proposition. Même si elle est un génie, toute personne raisonnable s'inquiéterait de voir une enfant de 10 ans enseigner à quelqu'un comment utiliser une épée alors qu'elle n'a jamais combattu elle-même. Mais elle n'a jamais manifesté d'intérêt pour ce genre de choses auparavant. Il fait donc une suggestion. La semaine prochaine, le domaine accueillera un visiteur de l'âge de Léonard. Il lui propose une période d'essai. Si Elena peut enseigner à Léonard suffisamment bien pour battre leur invité, alors il envisagera une solution à long terme. Le seul hic, c'est que leur invité n'est autre que le prince César, qui a étudié au palais impérial et s'entraîne depuis des années plus longtemps que Léonard. Mais avec la légendaire Dante Renatas à ses côtés, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Le prince César est un membre de la famille Grey, dont les yeux rouges sont caractéristiques. Dès qu'Elena les voit, elle se souvient de l'homme à qui elle a transmis le trône avant de mourir dans sa vie antérieure, son ami intime, le duc Erez Grey. Lorsqu'il arrive au domaine, Elena est choquée par sa ressemblance. Mais contrairement à son ami le duc, le prince César est très malpoli. Il est clair qu'il a été élevé dans le palais impérial et qu'il a été gâté. Mais si quelqu'un doit le remettre à sa place, c'est bien notre Elena. Elle le confronte dès qu'il entre dans la maison. Comme il n'a pas aimé sa salutation, elle lui tend la main, ce qui choque tous les nobles du palais. Lorsqu'un majordome l'oblige à lui serrer la main, César en profite pour essayer de leur écraser les doigts. Mais s'il veut jouer à ce jeu, il n'a pas choisi le bon adversaire. Au lieu d'utiliser la force brute, Elena répond avec son cerveau et ajuste sa prise pour cibler ses articulations. Cette fille n'a vraiment pas froid aux yeux. Ne voulant pas admettre qu'il vient de se faire battre par une petite fille, le prince ne fait pas d'histoire et s'en va avec son majordome en promettant une revanche. Et c'est ainsi qu'ils deviennent ennemis pour la vie. Une fois l'accueil terminé, Elena est fermement réprimandée par sa mère. Non seulement elle a manqué de respect à un héritier du trône, mais elle a isolé un enfant qui vient de perdre sa mère. Comme il n'a pas beaucoup d'amis de son âge, la duchesse demande à sa fille d'être gentille avec César. Elena accepte à contre-cœur. Malgré l'opinion qu'elle a du prince, il semble évident qu'après la mort de sa mère, l'empereur, sa position dans la hiérarchie impériale est devenue un peu bancale. Il semble que le plus jeune fils ait été renvoyé pour le protéger de toute opposition dans le palais. César attend dans le couloir qu'elle sorte de la leçon de sa mère. Il semble beaucoup plus calme qu'auparavant et lui dit de ne pas s'inquiéter pour tout à l'heure. Je suppose qu'il essaie de jouer la carte de l'élégance et de la supériorité. Mais quand Elena lui assure qu'elle ne s'est pas inquiétée du tout, il s'emporte à nouveau. Elena le remet à sa place en lui révélant qu'elle sait pourquoi il a été envoyé ici. Après tout, il ne peut pas vraiment se dire supérieur quand c'est la famille Peresca qui le protège. L'arrogance du prince disparaît. Après cela, il est bien conscient qu'il est un hôte difficile à accepter. En l'accueillant, la famille Peresca risque de devenir l'ennemi de la nouvelle première impératrice, Valère. Il s'excuse de les avoir mêlés à cette histoire politique et lui dit qu'il n'y a pas besoin d'une hospitalité superficielle. C'est ce qu'il essayait de dire tout à l'heure. Elena a-t-elle déclenché une dispute sans raison? Pour la première fois de sa vie, Elena Peresca a commis une erreur. Elle essaye de ne pas s'y attarder, mais lorsque son frère l'évoque à l'entraînement une semaine plus tard, elle se met un peu sur la défensive. Il éprouve de la sympathie pour le prince, en raison de son éducation solitaire et compétitive. Alors, pour son bien, elle accepte d'aller se réconcilier avec César. Enfin, c'est ce qu'elle lui dit. Ce qu'elle fait en réalité, c'est aller repérer la concurrence pendant l'entraînement du prince avec son maître d'épée, Hamilton. Comme d'habitude, personne ne soupçonne une petite fille. Il laisse Elena assister à leur séance, ce qui lui permet de découvrir que le prince est un génie. Non, sérieusement, ses réflexes et sa concentration sont étonnants pour son âge. Il est clair qu'il a un talent naturel, tout comme Dante dans sa vie précédente.
À ce rythme, Léonard n'aura aucune chance. Comment diable va-t-elle le battre? Le professeur semble lui aussi impressionné. Peut-être que le prince fait un effort supplémentaire pour se faire valoir auprès d'Helena. Après l'avoir regardé s'entraîner, elle n'a pas pu trouver la moindre faille dans sa stratégie. Par curiosité, elle lui demande donc de se battre contre elle, pensant qu'il serait plus facile de repérer les faiblesses potentielles en personne. Bien sûr, le professeur et le prince sont stupéfaits et ne veulent pas porter le chapeau si elle est blessée. Helena change donc de tactique et lui propose un pari. Celui qui gagne peut dire au perdant de faire ce qu'il veut. Aucune plainte n'est autorisée. Évidemment, César ne peut pas refuser une telle offre. Le pauvre professeur ne bouge donc pas et les deux confrontent leurs épées, aussi déterminés l'un que l'autre. Le match commence. La stratégie d'Helena est de trouver ses faiblesses, ce qui signifie qu'elle doit essayer autant d'attaques différentes que possible pour le tester. Elle frappe d'abord dans une zone très difficile à défendre, mais le prince la bloque immédiatement. Il contre-attaque immédiatement, ce qui oblige Helena à se défendre. Le prince voit bien qu'elle n'est pas une débutante, mais il n'est pas du genre à reculer devant un combat. Helena ne l'est pas non plus, mais elle n'est encore qu'une enfant. Une enfant non entraînée qui est plus jeune que lui. Elle n'a ni l'endurance ni la force qu'elle a accumulée au fil des ans, alors elle utilise des techniques de terrain que l'on ne trouverait jamais dans une salle de classe. Mais au lieu d'esquiver, le prince prend le coup de plein fouet et le bloque avec son bras. Si c'était un vrai combat, il serait déjà mort. Alors qu'Helena est encore choquée par ses réflexes, il riposte, s'arrêtant juste à côté de son cou lorsque le professeur annonce la fin. Le pauvre homme doit penser qu'ils sont tous les deux des monstres. Avant que l'un d'eux ne soit sérieusement blessé, il déclare le match nul. Aucun des deux n'est satisfait de sa victoire, mais le prince reconnaît l'habileté de la jeune fille et dit que c'est le match le plus amusant qu'il ait eu depuis longtemps. Helena ne le montre pas, mais elle s'est aussi bien amusée. Maintenant, elle a trouvé un diamant brut, un nouveau projet à mener et à enseigner. D'ailleurs, à en juger par ce match, il pourrait lui apprendre quelques petites choses, lui aussi. Ce soir-là, la famille Peresca se met à table sans le prince. Apparemment, il est fatigué et a décidé de sauter le repas. A-t-il été blessé par son coup ou s'entraîne-t-il en secret pour une revanche? Pensant que c'est le premier, Helena se rend dans sa chambre après le dîner pour prendre de ses nouvelles. En ouvrant la porte, elle le trouve en écharpe et panique. Il n'est pas cassé du moins, et César semble être de bonne humeur. En fait, il s'amuse beaucoup de l'expression coupable d'Helena. Helena lui dit de ne pas prendre sa blessure à la légère. Elle s'est déjà cassé un doigt et cela n'a fait qu'aggraver sa douleur par la suite. Évidemment, c'est un peu bizarre de la part d'une enfant de 10 ans de révéler cela, et elle fait un très mauvais travail en prétendant que c'est arrivé pendant la récréation et non en bloquant l'épée d'un adversaire. Dans sa vie antérieure, elle s'étonne qu'il n'ait pas dit à tout le monde que c'était Helena qui l'avait blessé. S'ils étaient vraiment ennemis, ce serait l'occasion rêvée de lui attirer des ennuis. Mais César dit qu'il ne la déteste pas. Et puis, il ne serait pas aussi mesquin. Finalement, ses enfants commencent à comprendre qu'il vaut mieux être allié qu'ennemi. Il savait aussi qu'elle avait retenu sa force lors du dernier coup quand elle l'avait vu lever le bras. Elle a reculé autant que possible. Qui sait ce qu'elle aurait pu faire si elle était allée jusqu'au bout? César demande quel souhait elle aurait fait si elle avait gagné. Helena, bien sûr, voulait faire de lui son esclave personnel et lui faire accomplir des tâches pour elle, ce qui exaspère le prince. Au début, il refuse de lui dire quel était son souhait, mais après un peu de manipulation bien placée, il cède. Son seul souhait est qu'ils s'appellent par leur nom et non par leur titre. Tout ce qu'il voulait, c'était ça. Je suppose qu'il se sent très seul quand les gens lui font des courbettes et l'appellent prince tout le temps, de toutes les personnes. Helena comprend ce sentiment depuis qu'elle est impératrice. Même Arès, l'ancêtre de César, refusait de l'appeler par son nom. Elle accepte donc d'être moins formelle entre eux. Après cela, les choses se calment un peu. Ils ne peuvent pas s'entraîner au maniement de l'épée tant que son bras est en train de guérir. Au lieu de cela, ils jouent aux cartes avec Léonard tous les jours. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu ennuyeux au bout de quelques jours. Un soir d'orage, Hamilton décide de leur raconter une histoire de fantôme. Le manoir du duc Peresca serait hanté par une mystérieuse jeune fille vêtue de bleu. Les nuits d'été, lorsqu'un orage soudain éclate, on peut la trouver dans le sous-sol. C'est du moins ce que dit la légende. Helena pense que c'est un tissu de conneries, mais les garçons sont convaincus et Hamilton s'amuse comme un fou, ce qui les fait transpirer lorsqu'un majordome intervient et le rappelle à l'ordre. César, en brave homme qu'il est, suggère qu'ils descendent sur place pour en avoir le cœur net. Mais Helena refuse. Mais d'une manière ou d'une autre, elle se laisse entraîner, principalement parce que le prince l'a accusée d'être effrayée. Le duc a fermé le sous-sol à clé, alors Helena sort une épingle à cheveux et crochette la serrure. Elle dit littéralement à haute voix qu'elle avait l'habitude de faire cela tout le temps dans sa vie passée
Mais pour une raison ou une autre, cela passe au-dessus de la tête des garçons. Les idiots. Léonard les conduit vers un ruisseau qui coule dans un tunnel sombre. Il n'y a rien de spécial, jusqu'à ce qu'une silhouette pâle sorte de l'ombre. Les garçons paniquent et entraînent Elena à l'étage avant qu'elle ne puisse la voir de plus près. Puis ils courent en hurlant à travers le manoir, réveillant tout le monde et hurlant à propos du fantôme. Alors naturellement, ils sont punis pour s'être faufilés en bas, après avoir débriefé leur aventure de minuit. Elena assure aux enfants que la silhouette n'était qu'une illusion dans l'obscurité. Mais Hamilton leur dira plus tard qu'il s'agit d'un reflet des carreaux posés au fond du ruisseau. Alors que le bras de César est presque guéri, la fête du solstice d'été bat son plein à Elpentus, la ville proche du manoir du duc. Le prince a très envie de partir à la découverte, mais Elena n'est pas intéressée. Selon elle, il n'y a que des enfants, des voleurs et des festivals de jouets. Étant donné qu'elle a connu les deux, je suis surpris qu'elle ne soit pas plus enthousiaste. Hamilton ne veut pas laisser César y aller seul, alors l'innocent petit Léonard suggère qu'ils y aillent tous ensemble, ignorant complètement l'air furieux de sa sœur. Dès qu'ils sont en ville, le prince abandonne Hamilton et les autres serviteurs. Mais Elena ne tarde pas à remarquer que quelqu'un les suit. Je veux dire, 3 enfants bien habillés qui se promènent sans être accompagnés sont une cible assez facile. Mais lorsque Elena établit un contact visuel avec son harceleur, elle découvre un homme aux cheveux blonds. Il n'a pas l'air d'un kidnappeur. En fait, il a l'air inquiet. Il s'éclipse soudain et la petite duchesse le suit dans les ruelles. L'homme apparaît soudain derrière elle et se présente. La petite duchesse est un peu surprise de voir qu'il est sorti de nulle part. Ce type est-il une sorte d'escroc? Non. Il dit qu'il la cherche depuis un certain temps. Il semble croire qu'elle est la forme réincarnée de son roi, quelqu'un qu'il vénère manifestement. Reste à savoir s'il connaît la vérité ou s'il n'est qu'un fou furieux. Il disparaît mystérieusement, promettant de revenir la voir au moment où les garçons la rattrapent. Le prince, comme d'habitude, s'insurge contre le danger qu'elle court à se promener seule. Elena leur assure qu'il ne s'est rien passé, alors César retourne en courant chercher Hamilton dans le carrosse. Mais dès qu'il part, Elena a l'impression qu'elle n'est plus surveillée comme avant. Et cela ne peut signifier qu'une chose, quelqu'un en a après le prince. Une recherche rapide de César confirme leurs soupçons. Il est introuvable. Elena soupçonne qu'il a été emmené dans une maison close. Comme elles ne sont pas ouvertes la journée, c'est une cachette parfaite. Sans même réfléchir, elle part en courant à la recherche de la maison close. Elle dit à son frère d'aller chercher Hamilton. Il semble nerveux à l'idée de la laisser seule. En fait, en tant que frère aîné, il ne devrait certainement pas la laisser seule. Mais Elena est déterminée et elle ne fera rien de stupide. Après avoir trouvé un endroit suspect, elle crochette un cadenas et entre par la porte de derrière. Elle surprend une conversation entre 2 personnes qui parlent de la façon de poignarder une personne. Je vais donc tenter de deviner qu'il s'agit des types qu'elle recherche. Il est clair qu'ils préparent un meurtre et qu'ils essaient de le faire passer pour un accident. Elena jette un coup d'œil par la porte et aperçoit César attaché dans un coin. Il fait bonne figure, mais ses ravisseurs n'en sont pas perturbés. Il est évident qu'ils ont été engagés par quelqu'un de la famille royale pour se débarrasser de lui et s'assurer que la ligne de succession change en leur faveur. Si c'est le cas, Elena doit agir maintenant. Elle décide de faire diversion. Elle saisit une chaise et la frappe contre le sol, entraînant l'un des hommes dans le couloir, armé uniquement d'un pied de chaise cassé. Elena entre dans la pièce comme une véritable héroïne et lui assène un coup de genou. Elle attrape César, mais il tombe sur l'autre homme à l'extérieur. Ils n'ont plus d'autre choix que de s'enfuir pour sauver leur peau. Ils sont à peine à quelques centimètres de la porte qu'un autre homme, encore plus grand, apparaît de l'autre côté, les arrêtant dans leur élan. Il sort une épée et Elena s'apprête à faire ce qu'elle peut avec son pied de chaise. Soudain, César s'avance et la bloque, se prenant un coup dans le dos. Elena ne peut pas le laisser, alors elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, se tenir debout et se battre. Lorsque Léonard et Hamilton arrivent, ils trouvent les ravisseurs déjà pris en charge et gisant dans des mares de leur propre sang. Notre héroïne vient de devenir une meurtrière à 10 ans. Après l'incident, Elena passe 3 jours au lit. Elle s'est foulé la cheville et s'est abîmé les muscles du bras. C'est probablement ce qui arrive quand on utilise des techniques de combat à l'épée pour adultes dans un corps minuscule. Heureusement, Elena n'a pas tué les kidnappeurs, qui ont donc été emmenés au Capitole pour être punis. Et le mieux, c'est que César s'en est sorti à la fin. 2 jours après sa guérison, Elena doit enfin faire face à la colère de son père qui la convoque dans son bureau. Il a l'air furieux, mais en réalité, il ne sait pas quoi faire d'elle. Il est clair qu'Elena n'est pas une enfant ordinaire. Hamilton veut déjà l'emmener à la capitale pour former ses talents naturels,
mais il lui laisse le choix. Elle peut rester dans le duché et mener la vie tranquille qu'elle a toujours voulu. Ou bien, elle peut à nouveau choisir la voie du sang et de la gloire. Et elle décide de ne choisir ni l'un ni l'autre. La seule chose qu'elle aime vraiment, c'est apprendre à son frère à se battre à l'épée. Pour l'instant, c'est ce qu'elle fait. Ensuite, elle va rendre visite à César, mais reste bloquée à la porte. Que dire à quelqu'un qui a risqué sa vie pour vous? Elle est encore en train de se tourmenter lorsque le prince apparaît à ses côtés. Surprise, elle le suit dans sa chambre et s'enquiert de sa blessure. Il lui répond qu'il a encore mal, mais qu'il sera bientôt guéri. Au lieu de le remercier de lui avoir sauvé la vie, Helena commence à le taquiner en lui disant que sa blessure lui laissera une vilaine cicatrice et qu'il ne pourra pas se marier. César est gêné et dit que si la cicatrice affecte vraiment son mariage, alors elle devra s'occuper de lui à la place. Helena s'amuse de la plaisanterie, qui n'en est peut-être pas une fois les rires éteints. Helena lui demande s'il a eu du mal à dormir tant il a l'air fatigué. Il semble que le pauvre prince ait été trop effrayé pour se reposer. Et qui peut le blâmer? Celui qui a envoyé ces kidnappeurs est un membre de la famille impériale, quelqu'un qui vit dans le palais, où il retournera un jour. Pourriez-vous dormir en sachant que votre propre famille est à vos trousses? Tout cela est bien trop lourd pour un enfant de 14 ans, et c'est sans compter le traumatisme que représente le fait d'avoir failli être assassiné. Dans une étrange tentative pour le réconforter, Helena lui dit qu'il ne serait pas en sécurité même s'il renonçait au trône. Mais comme elle a déjà combattu pour un trône, elle sait que sa seule véritable option est de revendiquer son droit de naisse. S'il est toujours en lice pour le poste d'empereur, alors il y aura toujours des gens pour le protéger. Il n'a donc pas vraiment le choix. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. La confiance de César étant ébranlée, Helena le rassure en lui disant qu'elle le soutiendra et qu'elle restera à ses côtés pendant qu'il devient plus fort. Elle l'aidera à devenir empereur. C'est un peu loin d'une vie paisible à donner des cours à son frère. Cette nuit-là, Helena dort aux côtés du prince, ce qui lui permet de passer sa première bonne nuit de sommeil depuis l'incident. Quelques jours plus tard, la blessure a cicatrisé, laissant une cicatrice comme Helena l'avait prédit. Hamilton voulait absolument l'emmener à la capitale pour qu'elle perfectionne ses compétences, mais son père a refusé. Finalement, la famille fait ses adieux au prince après un été riche en événements. Après leurs adieux, César demande au duc s'il peut lui rendre visite chaque été afin qu'Helena lui apprenne à se battre. Il accepte et il se serre la main, promettant de rester maître et élève jusqu'à ce qu'il atteigne le rang d'empereur. Quelle différence avec leur première rencontre. 3 ans plus tard, les frères et sœurs Pérez reçoivent une lettre de César leur demandant de préparer la chambre d'amis pour son arrivée cet été encore. On dirait qu'il a retrouvé toute son arrogance ces 3 dernières années, mais au moins, il a survécu. L'ancien trio sera à nouveau réuni. Plus comme des enfants, mais comme des jeunes de 17 ans. Depuis 3 ans, Helena apprend à Léonard à se battre. Il a gagné quelques compétitions locales et est passé à des armes plus sérieuses. Plus de petites lames en bois qu'ils utilisent pour s'entraîner. Helena vient d'acheter une nouvelle paire d'épées pour eux deux, des épées en argent très brillantes. La réputation de Léonard n'est pas la seule à s'être améliorée. Helena est maintenant une tutrice très recherchée, même par ceux qui la traitaient de stupide et qui disaient qu'une petite fille ne pourrait jamais enseigner l'art de l'épée. Elle leur a prouvé qu'ils avaient tort et elle quitte la boutique avec les lames. Une jeune fille aux cheveux bleus percute soudain et s'élance dans la direction opposée. La princesse sait immédiatement qu'on lui a volé, même si je ne sais pas comment cette gamine a pu vider ses poches aussi vite. Bien sûr, c'est Helena. Alors, au lieu d'appeler des gardes, elle se lance elle-même à la poursuite du voleur. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver un groupe de vauriens dans une ruelle, et parmi eux se trouve la fille aux cheveux bleus. Helena écoute leur conversation et découvre que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. La jeune fille est en fait membre d'une famille noble, et les voyous veulent la retenir pour obtenir une rançon au lieu que sa famille ait à payer une somme énorme. La jeune fille essaie de voler et de mendier pour pouvoir payer elle-même, un peu à la fois. Cela signifie peut-être que sa famille ne voulait pas payer la rançon. S'agit-il d'un enfant illégitime? Si c'est le cas, et cela va devenir très personnel pour Helena, puisqu'elle a été dans cette même situation dans sa vie antérieure. Pendant que les voyous battent à la petite fille, Helena s'empare du portefeuille et piétine les orteils du chef pour qu'ils s'enfuient tous en hurlant. Mais la petite mademoiselle aux cheveux bleus n'abandonne pas si facilement. Elle s'empare d'un caillou et se lance à l'assaut d'Helena, se battant pour récupérer son portefeuille. Voyant son désespoir, Helena propose un pari. Si la jeune fille parvient à la frapper une seule fois, elle lui remettra le portefeuille. Mais si elle se rend la première, la jeune fille devra devenir la subordonnée d'Helena.
Dès qu'elle commence à riposter avec son épée, la jeune fille abandonne et se met à genoux. Après avoir posé quelques questions, Elena découvre qu'elle s'appelle Terra, un nom qui lui a été donné par le Seigneur avant qu'il ne les jette, elle et sa mère, hors du domaine. Elena ne supporte pas l'idée qu'elle se promène avec un nom donné par son horrible père. Alors elle lui en donne un nouveau, Agathe. Et à partir de maintenant, Agathe sera sa servante personnelle, ce qui est bien mieux que de vivre dans la rue et de voler pour survivre. Le lendemain, Agathe est déjà en uniforme et sourit d'une oreille à l'autre. Elle n'a que 12 ans. Mais elle apprend vite et tout le monde l'apprécie immédiatement. Le seul problème, c'est qu'elle est un peu trop enthousiaste. Elle veut littéralement tout faire pour Elena jusqu'à la nourrir à l'heure du dîner. Lorsqu'il s'agit de manier l'épée, Elena finit par fixer une limite et ordonne à Agathe de rester en dehors de l'aire d'entraînement. Léonard a remarqué l'obéissance de son nouveau serviteur et prévient sa sœur qu'elle et le prince ne s'entendront certainement pas. Elena tente d'ignorer le sentiment insidieux qu'il pourrait avoir raison. Le jour où César arrive enfin, il a bien grandi. Après une sorte de poussée de croissance, il a l'air d'un homme, pas d'un garçon, plaisante-t-il, en s'adressant à Elena. Tu sembles plus petite que l'année dernière, ce qui lui vaut un joli coup de poing dans l'estomac. Une fois remis de son coup de poing, César remarque Agathe, qui s'accroche déjà de manière protectrice à sa maîtresse. Comme Léonard l'a dit, il semble déjà irrité, mais Elena ne prend pas ses plaintes trop au sérieux. Elle est occupée à regarder ses cuisses, et elle n'a pas honte de l'admettre. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous voulez voir la suite, abonnez-vous.